Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique. Dirigé par Bruno Pequignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant une forte dimension historique, sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Sources. Sophie et Laurent Wirth, La République en héritage ou le fil de Marianne, 2019. Gentil Puigmoreno, Fils de l'exil, Itinéraire d'un fils d'exilé républicain catalan, 2016. Pierre Sage, 4 générations dans l'industrie textile en Normandie, 2014. Gérard Ponsinet, Guerre aux civils, Guerre des civils dans les Ardennes envahies de 1914 à 1918, 2012. Claude Vigoureux, Servir la gueuse, Lettres d'officier, 1894 à 1929, 2010. Henri-Charles de Thiard de Bissy, Correspondance du comte de Thiard, texte revu, avant-propos et notes par Bernard Alice, 2010. Yves Blavier, Fournier l'Américain. Mémoires secrets et autres textes, 2010. Dédicace. À la mémoire de Madame Henri de Linares, née Isabelle Thévenet. Avant-propos. Ces carnets du général Thévenet, mon bisaïeul maternel, gouverneur de Belfort en 1914, constituent un témoignage captivant sur l'exercice d'une responsabilité de commandement dans une période particulièrement difficile de notre histoire, avec une approche très analytique et structurée pour décrire la situation matérielle de la trouée de Belfort en 1914 et la stratégie à mettre en œuvre pour protéger la place et empêcher ou dissuader tout risque des '. Invasion vers Montbéliard et ensuite vers Besançon et Dijon. Le général décrit très clairement la tactique de défense associée à des actions offensives pour mordre en Alsace, et ce faisant, mettre Belfort à l'abri des bombardements de l'artillerie ennemie, la mise en œuvre devant s'adapter constamment aux circonstances dues à l'évolution du conflit et au prélèvement continu en hommes et en matériel, imposé par la haut commandement pour renforcer d'autres fronts plus exposés. Belfort faisait partie de la première ligne de défense selon le plan proposé et mis en place par le général de Rivière à partir de 1875. L'ensemble des forts entourant Belfort en 1914 faisait d'ailleurs partie de son système de fortification. On trouvera également quelques anecdotes émouvantes qui permettent de laisser percer l'homme sous la stature du général de corps d'armée investi d'une lourde responsabilité. Il est clair que l'esprit de revanche, très présent dans notre pays à cette époque, justifiait pour l'état-major et pour le général Thévenet de tout faire pour mettre un pied en Alsace, y faire hisser le drapeau tricolore et s'y maintenir quelle que fût l'adversité, et en particulier après l'intervention très éphémère de l'armée d'Alsace et les effets catastrophiques de son attaque brusquée contre Mulhouse. Il est notamment très intéressant de lire les pages qui concernent la mise en place immédiate d'écoles françaises, qui se substituaient aussitôt à l'enseignement allemand dans les villages alsaciens libérés. La lecture de ces notes, écrites après la guerre, exprime également en filigrane une critique à peine voilée de l'impréparation et du manque de moyens devant un conflit pourtant prévisible à bien des égards, mais jamais aucune critique sur les décisions des autorités civiles et militaires pour lesquelles le respect et l'obéissance sont sans faille. Toutefois, les difficultés engendrées par le manque de matériel reviennent constamment alors que les troupes doivent faire face à des attaques incessantes et que l'artillerie dispose par ailleurs de canons bien inférieurs en puissance à ceux de l'artillerie allemande. On pourrait rapprocher cette position de la position exprimée beaucoup plus tard par le général Weygand au sujet de la défaite de 1940. La France a commis l'immense erreur d'être entrée en guerre en n'ayant ni le matériel qu'il fallait ni la doctrine militaire qu'il fallait. Ou encore, mutatis mutandis, à l'impréparation du gouvernement français pendant la période actuelle de crise sanitaire. Ce soin extrême en faveur des moyens mis à disposition des troupes se retrouve bien évidemment dans les fonctions qui lui furent attribuées ensuite,
à partir du 30 octobre 1915, en qualité de général directeur des moyens et services, DES, de la 10e armée dont le quartier général était alors à Saint-Paul dans le Pas-de-Calais. Nous avons donc ajouté en deuxième partie des extraits du journal dans lequel le général prend note de ses activités quotidiennes. Il est passionnant de découvrir les arcanes d'une organisation très solide destinée principalement à assurer les moyens de transport automobile et ferroviaire, le ravitaillement quotidien des troupes et les ravitaillements en munitions, l'équipement et les matériels, et à mettre en place des infrastructures sanitaires sur le front et à l'arrière avec les structures d'évacuation appropriées tant pour les hommes que pour les matériels et les chevaux. La lecture de ces notes exprime une activité débordante, notamment à travers de multiples inspections sur le front ou à proximité pour apporter à la 10e armée les moyens dont elle a besoin. Hôpitaux, routes, voies ferrées, magasins, dépôts. Dans un contexte où il fallait adapter constamment l'organisation au mouvement du front en Artois et sur la Somme, et qui plus est avec des conditions météo le plus souvent épouvantables à l'automne et en hiver 1916. À titre d'exemple, le général relève dans ses notes du 13 décembre 1916 : nous aurons à ravitailler près de 700 000 hommes et plus de 200 000 chevaux dans des conditions très difficiles, avec 2 régulatrices, des routes en mauvais état, des gares bombardées, une zone arrière sans ressources. C'est un gros effort à réaliser. Le général rapporte de fréquentes visites de parlementaires, sujet brûlant entre la Chambre, le gouvernement et le haut commandement très attachés à son indépendance. Au début de 1916, les députés socialistes avaient d'ailleurs essayé de constituer à la fois un comité de salut public et un organe de contrôle aux armées, proposition rejetée par la majorité qui craignait de toucher au commandement suprême en période de guerre. Gallieni, ministre de la guerre, interdit en février 1916 aux parlementaires Abel Ferry et Henri Pathet, après un débat houleux les opposant à Aristide Briand, alors président du Conseil, l'inspection de la 10e armée à l'avant. De la même façon, Joffre, soutenu par Mirand, s'oppose à un contrôle parlementaire sur les armées, estimant qu'il nuit à la discipline, au commandement et au moral des troupes. Ce n'est qu'après Verdun, par un vote du 22 juin 1916, que de telles missions parlementaires deviendront possibles pour les aspects matériels, voies ferrées et sanitaires, et plus largement pour les services ayant pour mission de pourvoir aux besoins de l'armée. Les députés Abel Ferry et Henri Pathet, en tournée d'inspection auprès de la 10e armée, seront notamment reçus par le général Thévenet à Moreuil en octobre et novembre 1916. Le général conservera ensuite une relation d'amitié avec Henri Pathet, à son retour à Paris. Il est aussi toujours extrêmement attaché à suivre le mieux possible la vie de sa famille, et s'efforce de rejoindre à Paris sa femme et ses filles quand il le peut entre 2 tournées d'inspection. Il est très fier de son fils Jean et de son beau-fils Conrad Sander, tous 2 dans l'armée d'Orient. Jean, qui avait reçu la Croix de guerre avec citation comme officier-interprète à Salonique avec le grade de lieutenant, et Conrad, qui avait reçu aussi la Croix de guerre avec citation et le grade de sous-lieutenant. Il fut tué au combat à Monastir en décembre 1916 ainsi qu'il est relaté dans ses notes de façon poignante et avec beaucoup de pudeur par le général lisant avec émotion les télégrammes et lettres reçus de Jean, notre grand-père. Le général reste très discret sur ses sentiments et opinions personnelles dans le contexte de ses fonctions. On perçoit toutefois aisément son attachement pour ses collaborateurs au quotidien, comme le lieutenant-colonel Brindel ou le lieutenant Poré. La qualité de ses relations avec ses chefs est toujours loyale et courtoise, peut-être avec plus de proximité vis-à-vis du général Michelet que pour le général Dubail ou le général Duchesne. Il reste clair que sa relation la plus proche est avec le général Foch, son camarade de Polytechnique, avec lequel il a de fréquents entretiens qui semblent aller au-delà de la relation hiérarchique mais sans qu'il en dévoile jamais le contenu. Relation amicale étroite aussi avec le général Balfourier, le général Fayolle et le général Curé. La réorganisation de l'armée au mois de janvier 1917 entraîne la disparition de la direction des étapes et des services de la 10e armée, et avec celle-ci sa mise à la disposition du ministre, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus exercer de responsabilité vu son âge jusqu'au jour de la victoire, et c'est le cœur gros qu'il doit quitter ses fonctions, ses collaborateurs, ses équipes, le vendredi 19 janvier 1917. Enfin, ses réflexions en 3e partie sur ce qu'il appelle la nation armée,
c'est-à-dire des propositions précises concernant la mobilisation rapide de troupes de réserve équipées et entraînées dans la perspective d'un autre conflit avec l'Allemagne qu'il estime inévitable. Il semble toutefois sans beaucoup d'illusions sur la volonté politique nécessaire pour mettre en place ces recommandations. Claude-Marie Frédéric Louis Thévenet est né le 27 janvier 1851 à Château-Chinon, Nièvre. Issu d'une vieille famille d'avoués, il est, semble-t-il, le premier à choisir la carrière militaire après des études au lycée de Nevers qui l'ont conduit à l'école polytechnique où il était notamment le condisciple du maréchal Foch et du maréchal Joffre. Il conservera avec eux une relation très proche. C'est le général Joffre qui lui remettra sa croix de grand officier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille à Rechtswiller, près de Thann le 14 juillet 1915. Il retrouvera ensuite le général Foch très régulièrement sur le front d'Artois et sur la Somme. Son grand-père maternel était Frédéric Girard, 1801-1859, avocat et homme politique nivernais, conseiller général de la Nièvre depuis 1845, commissaire de la République puis commissaire du gouvernement pour la Nièvre en 1848, grand ami de George Sand à l'instigation de qui il acheta et restaura le château de Chevenon près de Nevers en 1853. Les Thévenet habitaient le château de Monquin, situé sur la commune de Dommartin à proximité de Château-Chinon, qui, quoique le général fût le fils aîné, échut à son frère Louis, avocat à Paris, et ensuite à Jacques Thévenet, artiste peintre, qui y vécut jusqu'à sa mort en 1997. Il y recevait Francis Carcot, Paul Claudel, Jean Giono, Le Corbusier. Le général était très lié avec son frère Louis et avec son neveu Jacques, dont il parle souvent dans ses notes, restant très attentif à son évolution sur le front. Entré dans l'armée le 21 décembre 1870 comme sous-lieutenant d'artillerie, puis élève à l'école polytechnique le 1er octobre 1871, Frédéric Thévenet fut ensuite sous-lieutenant du génie à l'école d'application le 1er octobre 1873, puis lieutenant au 1er régiment du génie le 1er octobre 1875. Capitaine affecté à l'état-major le 24 octobre 1878 puis officier d'ordonnance, travaux de défense, du général Billot, ministre de la guerre, le 16 février 1882. Élève à l'école supérieure de guerre le 1er novembre 1883, où il reçoit le brevet d'état-major avec la mention très bien numéro 1. En mission en Autriche le 27 décembre 1885, puis officier d'ordonnance du général Billot le 17 juillet 1888, il fut nommé chef de bataillon le 13 juillet 1891, puis affecté au 1er régiment du génie le 20 décembre 1893. Il fut à nouveau officier d'ordonnance du général Billot, devenu ministre de la guerre, le 1er juin 1896, puis nommé lieutenant-colonel le 2 février 1897 et ensuite affecté à l'état-major de la place de Paris le 26 juillet 1898. Il est directeur du génie à Dijon le 26 octobre 1900, puis nommé colonel le 1er octobre 1902. Directeur du génie à Belfort affecté au 1er régiment du génie, le 9 avril 1905, commandant du génie de la 20e région le 27 décembre 1906 puis général de brigade le 10 octobre 1906 et général de division le 20 décembre 1910. Commandant supérieur de la défense des places du groupe d'Épinal et gouverneur d'Épinal le 23 mars 1911. Il reçoit le rang de commandant de corps d'armée le 30 août 1913 et devient commandant supérieur de la défense des places et gouverneur de Belfort le 20 décembre 1913. Il est âgé de 63 ans à l'entrée en guerre en août 1914. Sa dernière fonction sera celle de directeur des étapes et services de la 10e armée du 28 octobre 1915 jusqu'au 19 janvier 1917, puis il sera placé dans la 2e section de réserve le 20 avril 1917 à l'âge de 66 ans. C'est alors qu'il rédige un essai sur la place de Belfort et la pénétration française dans le sud de l'Alsace en 1914, Paris, Berger-Levrault, 1919, un article sur les forces militaires de la France dans la Revue militaire générale, Berger-Levrault, 1920, ainsi qu'un ouvrage de référence sur la guerre de 1914, La Grande Guerre, préfacé par le maréchal Foch, Armand Collin, 1923. Il rédigea un essai intitulé « La nation armée »,
dans lequel il énonce des propositions pour préparer la mobilisation de l'armée de réserve face à un avenir politique très incertain et à un risque d'agression de l'Allemagne analysé avec lucidité, essai qui, ainsi que de nombreuses notes d'histoire militaire, n'a pas été publié mais que on retrouve en partie dans des articles du Petit Parisien en 1926 ou du Petit Journal en 1927, et dont nous avons reproduit ci-dessous une sélection en troisième partie. Le général Thévenet était grand officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, officier des palmes académiques, diplômé de 3e classe de l'ordre du Nisham Iftikhar, décoré de 4e classe de l'ordre du Soleil Levant Japon. La croix du mérite espagnol lui fut remise par le roi d'Espagne Alphonse XIII lors de son passage à Versailles en 1904 ou 1905. Il a été marié une première fois avec Marie-Louise Frigolet, 1859 à 1894, dont il eut un fils, Jean 1885 à 1929, industriel, chevalier de la Légion d'honneur, marié avec Isabelle Serré de Rivière, 1892 à 1932, et une fille, Suzanne, mariée avec Jules Gégou. Son fils Jean eut à son tour 2 enfants, Raymonde 1921 à 1965, mariée à Bernard de Mestier-Dubourg, dont elle eut 4 enfants, Philippe, Hubert, Christine et Yves, et un fils, Xavier 1922 à 1990, qui eut également 4 enfants. Il est intéressant de noter que sa belle-fille Isabelle de Rivière était elle-même la petite-fille du général baron Serré de Rivière, le Vauban de la Revanche, qui réorganisa la protection et la fortification des frontières de la France après la guerre de 1870 et fut directeur du génie. Il fut ensuite marié en secondes noces en 1900 avec Marie-Marthe Tessonville-Bligny, veuve du colonel Sander, dont il eut 3 filles, Marie-Thérèse, née en 1901, Isabelle, née en 1905, et Marie-Hélène, née en 1907. Conrad Sander était donc le demi-frère des autres enfants du général. Marie-Thérèse épousa Alexis Poliansky, russe d'Ukraine arrivé en France après la Révolution russe. Isabelle épousa Henri de Linares, conservateur du Musée international de la chasse à Gien, peintre animalier. Marie-Hélène épousa Henri Bagot, banquier. Le général Thévenet est mort à Paris au Val-de-Grâce le 4 mai 1927. Il est enterré près de Moncain au cimetière de Dommartin dans la Nièvre. Le général Thévenet en 1909. Carnet de notes du général Thévenet, 1914 à 1917. Si César vit et vainquit. Guillaume vint et vit de même. C'est un vrai César en petit. Les 3 choses que César fit. Il ne manque que la 3e. Jean Racine. Après les victoires de Steinkerque et de Neerwinden remportées sur Guillaume d'Orange par le maréchal de Luxembourg. Cité par le journal La Guerre mondiale de Genève dans son numéro 20 du 23 septembre 1914, 222 ans après. Note en marge à la dernière page des carnets. Partie 1 Belfort 1914 à 1915. La situation de la place de Belfort avant l'entrée en guerre. J'étais gouverneur d'Épinal avec le rang de commandant de corps d'armée, lorsque je fus appelé en décembre 1913 à succéder comme gouverneur de Belfort au général Agibert atteint par la limite d'âge. Mon nouveau gouvernement s'étendait depuis Remiremont sur la Moselle jusqu'à Saint-Hippolyte sur le Doubs. Il comprenait la place de Belfort, les défenses de la Haute-Moselle et Épinal, les forts de Montbéliard et la position fortifiée du Laumont. C'était pour moi un grand honneur de me voir confier la garde de la porte des Gaules, et c'était aussi une lourde charge en présence des nuages qui s'amoncelaient à l'horizon. J'avais été directeur du génie à Belfort de 1902 à 1905. Je connaissais bien la place, j'en appréciais toute la valeur, et je savais aussi les points faibles, et sans m'en effrayer je pouvais mesurer toute l'étendue de mes responsabilités éventuelles. Dès ma prise de commandement, mon attention fut particulièrement attirée sur les dangers que pouvait faire courir à la place l'insuffisance de son armement et l'éventrement d'un certain nombre d'ouvrages de fortification alors en cours de réfection. L'insuffisance de l'armement n'était pas particulière à la place de Belfort. Toutes les places de l'Est manquaient de pièces de gros calibre. Les munitions leur étaient allouées avec une regrettable parcimonie et dès longtemps tous les gouverneurs avaient multiplié leurs efforts pour obtenir des canons et des munitions. Ils avaient dit que leurs pièces cuirassées étaient trop peu nombreuses pour pouvoir jouer un rôle efficace dans la défense,
et qu'il était nécessaire de suppléer à cette insuffisance en multipliant le nombre de batteries à ciel ouvert bien défilées. Ils avaient dit que le rayonnement d'une place ne s'étend pas au-delà de la portée de ses canons, et que le seul moyen d'augmenter son rayon d'action, comme aussi de préserver son noyau d'une destruction immédiate, était de lui donner des canons de longue portée largement approvisionnés qui pourraient être établis en avant de ses ouvrages et couvrir de leurs projectiles tout son périmètre jusqu'à 15 km des forts les plus avancés. Ils avaient dit encore que les flanquements par les ouvrages collatéraux sont souvent illusoires, et que les intervalles ont besoin d'être directement défendus. Rien n'avait été fait. Tous les efforts s'étaient heurtés au parti pris de la direction de l'artillerie et au ministère de la Guerre, et à Belfort comme ailleurs, aucune amélioration n'avait été apportée à la situation. Dans toutes les places aussi, la réfection des ouvrages construits avant 1885 se poursuivait depuis des années, avec une déplorable lenteur due surtout à l'insuffisance des crédits annuels. À Belfort, on avait certainement obtenu avec le temps des résultats appréciables, mais au commencement de 1914 il restait beaucoup à faire. Parmi les forts de la place, il en était comme les forts du Salbert et de Giromagny, dont la remise en état n'était même point commencée. Il en était d'autres, comme les forts d'Europe et de Bois-d'Oeil, qui avaient été remaniés mais dont les abords, bouleversés par des travaux destinés à en augmenter la valeur ultérieure, en masquaient momentanément les vues. Il en était d'autres enfin, comme le Mont Vaudois et le fort de la Chaux dont la réfection venait d'être entreprise et qui, à moitié démolis, transformés en énormes chantiers, étaient incapables de jouer pendant longtemps un rôle quelconque dans la défense. Que ceux d'entre eux qui faisaient partie du périmètre défensif de la place fussent inachevés, ou n'eussent encore été l'objet d'aucune amélioration, cela pouvait être regrettable. On ne pouvait pas dire cependant qu'il en résultât un danger immédiat, car ces ouvrages s'étayaient les uns sur les autres et formaient un ensemble d'une solidité indiscutable. Par contre, la désorganisation du fort de la Chaux pouvait inspirer de sérieuses inquiétudes en raison du rôle spécial qui lui était assigné et que seul il était à même de remplir. Il faut pour s'en rendre compte se remettre en mémoire les conditions que l'organisation défensive de la trouée de Belfort avait à remplir. Cette trouée, qui fait communiquer la vallée du Rhin avec le versant français de la Méditerranée, mesure 45 km entre le pied des Vosges et les premières rampes du Jura. Mais la partie voisine du Jura appartient sur une certaine étendue à la Confédération helvétique et de ce fait la partie française de la trouée se trouve ramenée à une largeur de 32 km entre Giromagny et Delle sur la frontière suisse. Cette bande de 8 lieues se subdivise elle-même en deux sections bien distinctes. L'une très accidentée et dont la ville de Belfort marque le centre, s'étend depuis Giromagny jusqu'à Bourgogne, sur le canal du Rhône au Rhin. L'autre plus étroite, plus basse, parfois même marécageuse, s'étend sur une largeur de 8 km depuis le canal jusqu'à la frontière suisse. La place de Belfort tient solidement la première de ces deux sections dont ses ouvrages périphériques commandent tous les débouchés, mais dépourvue d'artillerie à longue portée, elle n'a sur la deuxième qu'une action de flanc plus théorique que réelle et absolument insuffisante pour la maîtriser. Or cette deuxième section est précisément la grande voie naturelle qui, franchissant le seuil à peine surélevé du col de Val-Dieu, relie l'Alsace à la Franche-Comté. C'est la route historique que suivirent successivement les invasions barbares, les légions romaines et les armées des croisés. La laisser sans défense immédiatement, c'eût été s'exposer à voir un ennemi venant du Rhin marquer Belfort puis sans se préoccuper d'en faire le siège, passer outre pour gagner Montbéliard et de là, par Besançon et Dijon, le cœur de la France. C'est pour parer à ce danger éventuel qu'avaient été construits à l'est et au sud-ouest de Montbéliard les deux forts de la Chaux et du Montbard, dont les feux conjugués devaient étendre vers le sud l'action de la place de Belfort en battant toute la plaine entre la Savoureuse et le Doubs. Le résultat cherché eût été atteint si ces deux ouvrages avaient été dotés de nombreux abris et pourvus d'une artillerie de canons à longue portée suffisamment protégée. Il n'en était malheureusement pas ainsi au commencement de 1914. Admirablement placé, le Montbard n'était encore qu'un ouvrage démodé, manquant d'abris suffisants et manquant surtout d'une artillerie susceptible d'avoir l'action puissante qui était indispensable. Quant au fort de la Chaux, on s'était enfin décidé à en entreprendre la réfection et peut-être pour rattraper le temps perdu, on s'y était si bien mis tout d'un coup que l'ouvrage désarmé, désemparé,
eût été réduit à l'impuissance si l'ennemi avait cherché à passer entre le canal et la frontière suisse. En conséquence de cet état de choses, la place de Belfort constituait certainement un bon point d'appui pour des forces défendant activement la Troué, mais elle ne la maîtrisait pas complètement et n'en interdisait pas par elle-même le passage à l'ennemi. Le général Agibert connaissait mieux que personne les dangers de la situation, et s'il lui avait été impossible d'en supprimer les causes, il avait du moins fait tout ce qu'il était possible de faire pour y remédier en employant toute son énergie à activer les travaux en cours et en préparant la défense dans ses moindres détails avec une merveilleuse conscience et une science qui ne laissait rien à l'imprévu. Je n'ai eu qu'à suivre les traces de mon éminent prédécesseur. Je n'ai eu qu'à poursuivre son œuvre de préparation à la guerre, et les seules modifications que j'ai apportées à ses instructions sont celles qui furent imposées par les circonstances ou par l'application en certains points de mes idées personnelles. Lorsqu'on envisageait l'éventualité d'une guerre, l'opinion la plus communément répandue à Belfort était que dès l'ouverture des hostilités, les Allemands chercheraient à s'emparer de la place par un coup de force avant que sa mise en état de défense fût terminée. Cette opinion était basée sur l'esprit offensif de l'armée allemande, sur ce qui se disait et s'écrivait de l'autre côté du Rhin, comme aussi sur les facilités que la proximité de la frontière donnait à nos ennemis pour préparer leur offensive brusquée avant même que la guerre fût déclarée. Et elle était confirmée par le fait que les Allemands multipliaient leur reconnaissance autour de la place. Tout récemment encore, une mission topographique avait séjourné longtemps à l'hôtel du Schimmel près de Masseveau, et comme souvenir de son passage, elle avait laissé 2 hauts pylônes en charpente qui se dressaient à proximité immédiate des bornes frontières, l'un près du village de Rippe, l'autre sur le sommet du Sudel. Ce dernier notamment dominait Belfort, et apparaissait comme une menace permanente contre la cité. Malgré ces apparences, bien des arguments se présentaient cependant qui tendaient à infirmer l'opinion communément admise. Il était pure logique que si les Allemands voulaient tenter un coup de force contre Belfort, ils se fussent contentés de cantonner dans la Haute-Alsace, en face d'une place pourvue d'une garnison dont la valeur était bien connue, 2 régiments de cavalerie et 5 bataillons d'infanterie sans aucune pièce de canon. D'autre part, la Troué de Belfort n'avait joué qu'un rôle épisodique en 1870. Depuis lors, les préparatifs d'une action allemande semblaient s'être encore plus orientés vers le nord, et il ne paraissait y avoir aucun intérêt pour nos ennemis à consacrer une partie de leurs forces à mettre immédiatement la main sur un débouché stratégique qui n'ouvrait qu'un théâtre d'opérations excentriques. Enfin, d'après les renseignements qui nous arrivaient de différentes sources, les Allemands travaillaient beaucoup à renforcer leurs fortifications du Haut-Rhin. Les réservistes de la circonscription de Mulhouse étaient convoqués à Mülheim à partir du 2e jour. Les approvisionnements de la place de Mulhouse devaient être évacués sur Mülheim dès le 3e jour, etc. C'étaient là des symptômes bien significatifs, et à la réflexion nous en étions arrivés au printemps de 1914 à écarter l'hypothèse d'une attaque brusquée. Nous nous attendions à subir, dans les premières heures de la mobilisation, et peut-être même pendant la période de tension politique, des tentatives de destruction, voire même de coups de main plus sérieux destinés à agir sur notre morale, mais nous estimions que ce seraient là des actions localisées, menées avec de très faibles effectifs. Pour moi, j'étais convaincu que, en dehors du cas où les Allemands viseraient immédiatement le territoire de la Suisse, une offensive contre Belfort ne se produirait que dans l'un des 2 cas suivants. Ou bien des armées françaises appuyées dans les Vosges et les Faucilles tiendraient tête aux armées ennemies suivant la route d'invasion entre les Vosges, la Moselle et la Meuse, et alors les Allemands auraient avantage à s'emparer de Belfort pour menacer les communications de l'aile droite de nos armées. Ou bien des opérations heureuses auraient amené les Allemands à travers la Lorraine jusque sur le plateau de Langres, et ils sentiraient alors le besoin de s'emparer de Belfort pour s'ouvrir une communication directe vers l'Allemagne du Sud. Dans la première hypothèse, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.